Le Tchad et l'Angola partagent la même vision de l'Afrique. Propos du chef de l'État Idriss Déby Itno après les échanges avec son homologue angolais à Addis Abeba en marge du sommet de l'Union africaine. La coopération entre les deux pays est prometteuse, nous dira Djibril Noualwali. 24e Assemblée générale de l'OCDAD, les premières dames d'Afrique sont conscientes que le développement de l'Afrique ne peut se faire sans la femme. Elles mettront en œuvre un plan stratégique qui s'étend jusqu'à 2023 et prend en compte les enfants, les jeunes et les femmes. Et puis sur les principales artères de N'Djamena, autour des marchés ou devant les institutions publiques, les vendeurs du carburant à la sauvette proposent aux motocyclistes et aux automobilistes de l'essence embouteillés aux grandes dames des stations comment faire pour arrêter cette pratique. Donc reportage à suivre dans ce journal. Lundi 10 février 2020, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre Télé Tchad. Le Tchad et l'Angola entretiennent de très bonnes relations de coopération. Les deux chefs d'État, Idriss Déby Itno et Joao Manuel Goncalves Lourenço, présents à Addis Abeba pour le 33e sommet de l'Union africaine, lui ont donné encore un coup de pouce en échangeant sur des sujets relatifs à la coopération bilatérale. Djibril Noualwali. Entre le Tchad et l'Angola, il existe un pont bâti par une histoire d'amitié séculaire. Les relations entre les deux pays n'ont cessé de se raffermir grâce à la volonté et à l'engagement des deux dirigeants, Idriss Déby Itno et Joao Manuel Gonçalves Lourenço. Des bases déjà solides soutiennent cette coopération bilatérale touchant plusieurs domaines. À la lumière des conclusions de la dernière visite du président de la République à Luanda, un point a été fait sur le mémorandum d'entente et différents accords signés par les deux pays. De l'avis du président de la République, Idriss Déby Itno, interrogé à l'issue de l'audience par la presse angolaise, le Tchad et l'Angola partagent la même vision de l'Afrique et œuvrent pour une relation dynamique et exemplaire, qu'il s'agisse des échanges commerciaux, du domaine du pétrole, de l'élevage ou de l'ouverture des représentations diplomatiques dans les deux capitales. Les choses avancent bien, confie-t-il. Les deux chefs d'État qui se vouent une estime réciproque se sont également attardés sur les défis à l'échelle continentale. Un point d'honneur a été mis sur la menace terroriste qui risque d'embraser tout le continent si l'on n'y prend garde, soutient le chef de l'État. Car, devrait-il ajouter, la menace est loin de concerner les seuls pays en première ligne. Le risque de voir le phénomène déborder est réel, notent les deux dirigeants. Dès lors, il est urgent que les pays africains adoptent une position à la hauteur de la menace. Si sommet il doit se tenir dans les 15 jours qui suivent, sinon ça n'aura plus de sens, lance le président de la République Idriss Déby Itno, qui est sur la même longueur d'onde que son homologue Lourenço, ce qui justifie amplement leur combat pour éviter que le continent noir ne soit l'épicentre du terrorisme. Après le tête-à-tête entre les deux personnalités, la presse angolaise a interrogé le président de la République. Le chef de l'État Idriss Déby Itno a reconnu l'engagement des dirigeants africains à faire décoller le continent. Je vous propose de suivre le chef de l'État Idriss Déby Itno. Nous avons échangé surtout beaucoup sur la question de la menace terroriste au niveau continental. C'est une question qui concerne tout le continent. Il n'y a pas simplement les pays de l'île ou les pays des fonds qu'on peut appeler le G5 ou les pays du bassin du lac Tchad ou les pays du Corne de l'Afrique qui sont concernés. Mais ce qui est certain, c'est le continent nord qui est attaqué par le terrorisme et qui risque de devenir l'épicentre des terroristes. Les terroristes ne sont plus en Afghanistan, les terroristes ne sont plus à Irak, ne sont plus en Syrie. Tous sont aujourd'hui en Afrique. Donc je pense que c'est extrêmement important que les Africains soient conscients de cette menace, qui est une menace réelle, une menace palpable, et que notre responsabilité totale en tant que dirigeant du continent est engagée pour faire face à cette situation-là. Qui aurait pensé que Mozambique serait menacé par le terrorisme? Le Kenya est menacé par le terrorisme. La RDC est menacée par le terrorisme. Vous êtes voisins, vous avez des frontières avec la RDC. Le Tchad, le Cameroun, le Niger, le Nigeria, le Mali, n'est-ce pas? Il y a un sommet qui est prévu, mais si un sommet devrait se tenir, de mon point de vue,
par rapport à l'urgence de la question, un sommet devrait se tenir avant les 15 jours qui suivent. Sinon, ça n'a pas de sens. Vous le saviez, le président de la République, Idriss Déby Itno, a présidé à Addis Abeba le 29e forum du mécanisme africain d'évaluation par le père Mayep. À l'issue des travaux, Idriss Déby Itno a plaidé pour le renforcement de cet instrument continental. Je vous propose de l'écouter une fois de plus. Le progrès économique de nos États et le bien-être de nos populations passe par une revitalisation continue du Mayep et son renforcement permanent comme outil d'alerte précoce et de prévention des conflits sur le continent, conformément à la nouvelle tâche que lui confère l'Union africaine. À cet égard, je lance un appel pressant aux pays membres du Mayep qui n'ont pas encore réalisé leur évaluation de le faire et aux pays non encore membres d'y adhérer. Dans cette optique, je me félicite d'ores et déjà de l'adhésion en vue de nouveaux États au cours du présent forum ainsi que de la présentation des rapports d'évaluation de base du Mayep sur l'Égypte et sur les évaluations ciblées de Djibouti, de la Zambie et de la Namibie. Avant de passer le témoin à mon frère le président Ramaphosa, je voudrais saluer l'inestimable contribution à la marche de notre institution de mon prédécesseur, mon frère Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, grâce à son ingénieuse inspiration de lancer le programme de 3R, restauration, revitalisation, rénovation. J'étais également, en votre nom à vous tous, exprimer notre haute appréciation aux éminentes personnalités, aux points focaux et à la direction du secrétariat continental du Mayep pour leur inlassable effort et leur précieuse contribution au succès de notre mission. De même, voudrais-je en notre nom, à nous tous, féliciter mon frère le président Ramaphosa pour son accession à la présidence du Mayep et lui souhaiter plein succès dans sa mission. Je suis convaincu que sous son leadership, l'élan de réforme entreprise sera renforcé et une nouvelle dynamique sera insufflée aux activités du Mayep. Le président de la République, Idriss Déby Itno, à l'issue du forum du Mayep. Restons toujours à Addis Abeba où l'organisation des premières dames d'Afrique pour le développement OBDAD a tenu sa 24e assemblée générale, assise placée sous le thème égalité des sexes et autonomisation des femmes. Une voie vers l'Afrique que nous voulons. La première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, a activement participé aux travaux. Djibril Noualwali. Après la session à huis clos la veille, intervient ce lundi l'Assemblée générale de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement OBDAD, la 24e session à laquelle participent les Premières Dames d'Afrique, dont la Tchadienne Hinda Déby Itno a examiné un ordre du jour bien rempli. La phase protocolaire à l'ouverture officielle des travaux a été marquée par des allocutions et témoignages. La Première Dame du Niger, Aïssata Issoufou, représentant la présidente en exercice, la Première Dame du Burkina Faso, Sika Kaboré, a déclaré que le développement irréversible de l'Afrique ne peut se faire sans la femme. La commissaire de l'Union africaine en charge des affaires sociales, Amina Al-Fadel, a fait savoir que les épidémies, les calamités et autres crises humanitaires devraient attirer l'attention de tous et l'effort de tout le monde est nécessaire. Une allocution qui a laissé place aux interventions des premières dames ou leurs représentants qui ont déroulé leurs réalisations suivant les thématiques retenues sur le plan national par chaque pays, allant de l'égalité des sexes à l'autonomisation des femmes en passant
par le VIH-Sida, le mariage des enfants, la mortalité infantile et maternelle, la promotion de l'excellence et l'éducation des filles. Les épouses des chefs d'État sont par la suite entrées dans le vif du sujet, épulchant point par point les sujets sur la table. Les discussions et interventions des partenaires ont conduit à une séance à huis clos, sanctionnée par d'importantes décisions, parmi lesquelles l'adoption du plan stratégique 2019-2023. Ce plan trace les grandes lignes des actions à mener dans les prochaines années par l'organisation visant à apporter une contribution significative au bien-être des enfants, des jeunes et des femmes en Afrique. De même, une feuille de route pour l'autonomisation des femmes et des filles a été entérinée par les premières dames qui réaffirment dans le communiqué final sanctionnant les travaux leur détermination à œuvrer pour le développement de l'Afrique grâce aux actions à fort impact qui sont d'ailleurs en conformité avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. Dans cette œuvre, l'OBDAD peut compter sur les soutiens des partenaires qui promettent accompagner la mise en œuvre du plan stratégique visant le progrès du continent à travers un soutien aux jeunes et aux femmes et à la réduction de la souffrance du couple mère-enfant. Pays pionnier de l'OBDAD, le Tchad ne fera pas exception. Les lignes vont bouger au regard des engagements pris par la première dame Hinda Déby Itnou devant ses sœurs pour renforcer l'autonomisation des jeunes et des femmes. Des efforts supplémentaires seront faits en 2020, année qui verra la succession de plusieurs initiatives portées par la première dame grâce à sa fondation. Le méga programme pour la jeunesse dénommé Mon quartier, mon engagement sera élargi en faveur des jeunes de l'ensemble des 23 provinces du pays. Des séries de formations viendront outiller les femmes et les jeunes volontaires en technique de transformation des produits locaux et de fabrication. Le projet autonomisation de la femme sera reconduit dans tous ses volets. Des programmes parmi tant d'autres qui viennent confirmer le fort engagement social de la première dame Hinda Déby Itnou qui croit dur comme fer à l'inestimable contribution des femmes et des jeunes dans le développement du pays. Sur place en N'Djamena, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères Aïcha Saleh Daman a reçu en audience 3 ambassadeurs venus lui présenter les copies figurées de leurs lettres de créance. Il s'agit notamment des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Bulgarie, de la République islamique du Pakistan et de celui de l'État de Koweït. Damge Joël Litné. Au ministère des Affaires étrangères, Rumen Petrov présente à la secrétaire d'État Aïcha Saleh Daman la copie figurée du document qui l'accrédite comme premier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Bulgarie au Tchad. Le diplomate bulgare avec résidence à Alger et la secrétaire d'État aux Affaires étrangères ont exploré dans leur entretien les opportunités de mise en place d'une coopération bilatérale agissante entre leurs États, une coopération tournée vers le secteur économique. Au sortir de l'audience, le diplomate bulgare dont le pays est membre de l'Union européenne, se félicite des potentialités que regorge le Tchad. Je suis le premier ambassadeur bulgare au Tchad. Pendant de longues années, le fait qu'il n'y avait pas d'ambassadeur au Tchad était un obstacle pour le développement de nos relations bilatérales. Et comme le gouvernement bulgare s'est rendu compte de l'importance de la République du Tchad dans le plan régional, il a pris la décision d'accréditer un ambassadeur bulgare au Tchad, afin qu'il puisse entretenir des contacts réguliers avec le gouvernement du Tchad. Après le diplomate bulgare, c'est Sarfraz Ahmed Khan Sipra, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique du Pakistan au Tchad, avec résidence à Khartoum au Soudan, qui présente à son tour la copie figurée de ses lettres de créance à la secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Au menu de leurs échanges, le renforcement de l'axe Islamabad-N'Djamena pour une exemplarité de coopération sud-sud. Many proposals with Madam avec la secrétaire d'État un certain nombre de demandes d'intérêt commun, demandes de coopération. Elle a été très attentive. Elle suivra ça et très bientôt, j'ai l'espoir de voir nos relations être portées à un très bon niveau. Nous allons donc devoir suivre, faire le suivi pour pouvoir voir la mise en œuvre de tout ce qui a été discuté avec son Excellence Madame la secrétaire d'État. En cette journée du lundi 10 février 2020, le calendrier de la secrétaire d'État aux Affaires étrangères est hyper chargé. Bassam Al-Gandhi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État de Koweït au Tchad, avec résidence à Khartoum, est le dernier diplomate à lui présenter la copie figurée de ses lettres de créance. Le renforcement des liens entre le Koweït et le Tchad est au centre des discussions.
Le Tchad est mon pays entretient des relations diplomatiques au-delà de la personnalité d'un diplomate que je suis. Les relations entre nos deux États ne souffrent d'aucune ambiguïté, car mon pays et le Tchad partagent des visions communes et cela grâce au président de la République et au peuple tchadien. Bassam Al-Gandji promet œuvrer davantage pour le rapprochement des liens entre N'Djamena et Koweït. De la coopération, toujours bientôt une école pour les élèves de Guirbé, une localité dans le Hadjar Lamis. La pose de la première pierre de construction a été posée ce matin. La construction de cette école est le fruit de la coopération Tchad-Émirats Arabes Unis, nous dit Nédion Patricia Mbaïregougou. Pour offrir aux enfants tchadiens une formation de qualité, il faut des infrastructures adéquates. C'est la préoccupation pour laquelle l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Tchad fait le déplacement de Guirbé dans le Hadjar Lamis. Il est accompagné du conseiller en charge de l'enseignement supérieur à la présidence, Dr Hissène Massar, pour procéder à la pose de la première pierre de construction de l'école primaire de Guirbé. Cette cérémonie de pose de la première pierre de construction de l'école de Guirbé est une aubaine pour les élèves de cette localité. Pour l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Tchad, Alamine Helou, cette structure éducative de Guirbé permettra aux élèves de poursuivre leurs études dans de meilleures conditions. Pour le conseiller en charge de l'enseignement supérieur à la présidence Hissène Massar, l'éducation occupe une place dans le plan d'action actuel du chef de l'État. Il a pour remercier l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Tchad pour ces gestes combien importants. Le directeur général de l'Agence nationale des titres sécurisés a fait une descente de terrain ce lundi. Fouillata Moundaï s'est rendu dans les centres d'accueil des usagers. Il est allé s'enquérir du fonctionnement de la commission en charge de l'enregistrement des demandeurs de passeport et de la carte d'identité nationale. Apolline Gani. Cette visite intervient une semaine après le lancement officiel du système de gestion intégré des populations et des titres sécurisés, notamment des passeports et des cartes d'identité nationale. Du centre du gouvernorat, en passant par celui du 7e et 10e arrondissement, le constat est le même. Une semaine après avoir lancé le système, il est tout à fait normal que nous passions évaluer si tout est bien fonctionnel. Heureusement, je constate que tout fonctionne, même s'il y a quelques difficultés. La population a fait part de ces difficultés déjà et je suis venu justement pour dire à la population que tout va rentrer dans l'ordre. Face aux préoccupations de la population sur le manque des fiches d'enrôlement et la lenteur du service, Fouillata Moundaï répond. La population a notamment évoqué la lenteur du système, d'une part, mais on a aussi entendu dire qu'il y a des fiches qui sont vendues. Eh bien, par rapport aux lenteurs, je puis dire que des mesures seront prises dans les jours à venir. Nous allons, par exemple, doubler de factions, disposer des équipes qui vont travailler jusqu'à tard dans la nuit, de sorte qu'on ait plus d'enrôlement dans la journée. Et nous allons aussi prendre des mesures pour que les fiches soient distribuées de la façon la plus convenable possible, notamment en les plaçant directement au guichet des banques, de sorte que le citoyen qui part payer le frais afférent à l'établissement du titre qu'il demande, on lui donne en même temps la fiche de demande de ce titre-là sur place. Comme ça évitera qu'on nous dise encore que les fiches sont vendues. L'ANAT donne l'opportunité à toute la population de se faire enrôler en délivrant des actes de naissance, de mariage, de décès et d'avoir une idée générale sur les statistiques des faits d'état civil et les causes des décès. Lancement ce matin de l'atelier de formation au profit des acteurs de l'administration publique impliqués dans la passation des marchés publics. Il s'agit du tout premier de la série d'ateliers qui seront organisés pour vulgariser les techniques de passation de marchés en lien avec les réalités économiques du pays. Mamadou Marmoursal.
La promotion de la bonne gouvernance préoccupe les plus hautes autorités du pays. C'est pour s'inscrire dans cette logique que la Direction générale de l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, forme 120 acteurs de l'administration publique impliqués dans la passation des marchés publics en vue de se conformer à la règle. L'objectif est de donner des outils nécessaires à ces acteurs pour faire face aux défis et impératifs imposés par les nouvelles réalités en matière de procédures, de passation des marchés et des réalités économiques actuelles du pays. La direction générale de la formation joue un rôle prépondérant au sein de l'autorité de régulation des marchés publics, voire indispensable pour le bon fonctionnement de manière générale du système de passation des marchés publics, dans la mesure où elle favorise l'équilibre, l'autonomie et la bonne qualité des prestations. Selon le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, la richesse d'un État s'adosse souvent sur les marchés publics. Dans presque tous les pays du monde, les firmes, les entrepreneurs et autres prestataires de services sont à l'affût des marchés publics pour se faire une activité et conséquemment une richesse. Pour le directeur général de l'ARMP, Amato Bichara Seyid, l'année 2020 est consacrée à la formation des différents acteurs concernés par le marché public afin de maintenir les dispositions régissant les marchés publics, contribuer à la bonne gouvernance économique, maîtriser les partenariats publics basés sur les principes gagnant-gagnant, les contrats de concession et les contrats clés en main afin de booster l'économie nationale. Le directeur général de l'Office national pour la promotion de l'emploi, Sadiq Brahim Diko, et ses collaborateurs ont visité ce 10 février l'organisation des Médecins sans frontières. Sur place, le directeur de l'ONAPE a échangé avec les responsables de cette institution pour comprendre son fonctionnement et ses offres en termes d'emploi pour les jeunes. Ali Mohamed Bello. L'Office national pour la promotion de l'emploi, devant le Babiar, comme à l'accoutumée, des jeunes en quête du boulot, le regard fixé sur les affiches. En cette première heure de la matinée, le directeur général Sadiq Brahim Diko et son équipe sont sur le terrain dans les locaux des Médecins sans frontières pour toquer à la porte de l'emploi. Pour nous, on cherche l'emploi des jeunes et pour diminuer le chômage de notre pays. On est venu pour visiter le local de Médecins sans frontières, avoir des informations sur l'emploi des jeunes. Ils sont nombreux, bien sûr, ces jeunes chômeurs dans ces pays. Le défi est grand. L'ONAPE en est conscient. Et comme alternative, ils se tournent vers les organisations non gouvernementales. Une démarche bien appréciée par Médecins sans frontières. C'est une très bonne rencontre pour nous féliciter de notre synergie, comme monsieur le directeur disait, étant de partenaires privilégiés. Donc ça nous fait plaisir d'entendre ça. Et aussi, nous, dans notre intérêt de toute transparence, de fournir, quel que soit comme données, sur l'emploi que nous on provisionne pour le volet médical au niveau de Tchad. C'est tout pour la visite. Le directeur général et son équipe quittent les lieux tout rassurant. Les jalons sont bien posés pour un partenariat ONAPE-MSF des plus solides. Merci Ali Mohamed Bello. La Caisse nationale de prévoyance sociale valide au cours d'un atelier le manuel de procédure administrative, financière et comptable. Il s'agit d'un outil de contrôle interne pour améliorer le fonctionnement des activités de l'institution. Mohamed Seyd Abakar. Ce document scientifique validé permettra à la Caisse nationale de prévoyance sociale de faciliter aux usagers l'accès aux services. Concrètement, il s'agit pour la CNPS, à travers ce manuel de procédures administratives, financières, comptables et budgétaires, de rendre plus pratiques les procédures comme l'affirment ses participants. C'est un document qui va venir révolutionner, je vais dire, les pratiques de la CNPS, sinon soutenir notre gestion en interne. Pour les usagers de la CNPS, le manuel, c'est un tableau de bord pour toute personne qui traite le dossier, qui travaille à la CNPS. Il a tout ce qu'il doit faire inscrit dans le manuel.
C'est très important pour le liquidateur qui est à côté. Il a un dossier de pension, il a un dossier de prestations sociales, il a le manuel à côté, même sans personne. Il doit avoir tout le déroulé pour l'aider à faire le travail dans le temps, surtout dans le délai. Le directeur de l'emploi du ministère de la fonction publique, représentant le ministre de tutelle, salue le résultat auquel les participants sont parvenus. En dépit du temps qui vous est accordé, vous avez examiné en toute rigueur et avec lucidité le contenu du document. Ce manuel de procédure est un canevas cohérent pour aborder avec sérénité les procédures d'administration et de gestion, notamment les principes à respecter, les erreurs à éviter. Ce manuel validé servira d'un document de référence aux techniciens de la CNPS en vue de fournir un service de qualité aux usagers. Et puis dans ce reportage que vous allez suivre sur les principales artères de N'Djamena, autour des marchés ou devant les institutions, des vendeurs du carburant à la sauvette proposent aux motocyclistes et automobilistes de l'essence embouteillés aux grandes dames des stations-service. Quels sont les risques liés à cette pratique? À qui incombe la responsabilité de réguler le secteur? Reportage à suivre avec Mariam Hassanissine. Considérée comme une activité à haut risque, la vente illicite des carburants refait surface et gagne les grandes artères de la capitale N'Djamena. Partout, le décor présente la même scène. Des bouteilles remplies d'essence et d'autres récipients sont exposés à la merci de la nature. Les dangers qu'ils courent, ainsi que la chaleur accablante auxquelles ils sont exposés, ne sont pas des préoccupations pour ces vendeurs. Tout ce qui compte pour ces derniers, comment gagner la journée. Si je vends de l'essence avec un bébé au bras, c'est parce que je dois nourrir ma famille. Malgré que le bénéfice est petit, je m'en sors avec quelque chose et je rends grâce à Dieu. Quant aux acheteurs, cela s'explique par le manque de multiplication des stations-service en N'Djamena, qui est à l'origine du phénomène. Ce n'est plus une question de préférence, c'est une question d'obligation. Imaginez maintenant, je venais de faire ça. Du côté droit jusqu'à ici, il n'y a plus aucune station quelconque. Donc c'est par obligation de prendre là-dessus. Si jamais la vente illicite de l'essence nourrit plusieurs familles et permet aux différents acteurs de régler les problèmes familiaux, cependant, les risques ne sont pas à exclure. La mairie doit se réveiller de sa léthargie et briser la loi d'Omerta pour mettre de l'ordre, car la vie des citoyens en dépend. On quitte la capitale, rendons-nous à Biltine, où le gouverneur a lancé officiellement les activités du projet de prévention et de gestion des tensions intercommunautaires à travers l'accès et la gestion rationnelle des ressources naturelles. Mamad Saleh, Anoura Bakar, reportage. Le gouvernement du Tchad, en collaboration avec ses partenaires, a mis sur pied un projet de prévention et gestion des tensions intercommunautaires à travers un meilleur accès et gestion rationnelle des ressources naturelles. Il sera mis en œuvre par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et le Programme alimentaire mondial. L'atelier de son lancement officiel est présidé par le gouverneur de la province de Wadi Fira, Issa Ahmad Arja, en présence de représentants de différents ministères concernés. Le dit projet a pour objectif et de promouvoir la cohésion sociale entre les communautés, de contribuer au maintien et au renforcement d'une dynamique de paix entre les communautés. Il s'inscrit dans le cadre du pacte mondial sur les réfugiés. Donc, les deux premiers objectifs portent respectivement sur l'allègement des pressions sur les pays et les communautés qui accueillent les réfugiés et l'accroissement de l'autonomie des réfugiés. Lançant officiellement ce projet, le gouverneur de la province de Wadi Fira, Issa Ahmad Arja, a au nom de la République du Tchad adressé ses remerciements et gratitude aux différents partenaires du pays qui ne cessent d'accompagner le Tchad depuis l'arrivée des réfugiés en 2003. Il ajoute que le projet est promoteur car il œuvre en faveur des réfugiés et les communautés hôtes tout en mettant l'accent sur la promotion de la cohésion sociale, la cohabitation pacifique et la consolidation de la paix. Les zones d'intervention du projet sont les provinces de l'Unedi Est et de Wadi Fira.
Réunis en conclave, les élus locaux de la commune d'Abéché ont examiné le budget communal pour l'exercice de l'année en cours. La cérémonie a été présidée par le préfet du département de Ouara. C'est dans le Wadaï. Dido Mohamed Barka. Au cours de 2 jours des échanges, les conseillers de la commune d'Abéché vont parcourir objectivement tous les chapitres de différents aspects contenus dans le projet du budget 2020 pour permettre d'élaborer un budget acceptable et réaliste en vue de satisfaire les besoins essentiels de la population. Dans son mot introductif, le maire de la ville d'Abéché, Mohamed Salih Ahmad Adam, s'est réjoui d'abord du travail abattu par le personnel de la mairie pendant l'année 2019. Le maire a parlé également du budget de l'année écoulée qui était de 780 millions avec 763 136 millions pour les dépenses. Pour le maire, le budget 2020 prévoit des investissements, notamment l'achat d'une pelliteuse et le transport d'une nivelleuse, l'entretien de lampadaires, la confection et la construction de ronds-points, puis la réalisation de dallos et l'aménagement des radiers pour ne citer que ces investissements. Mohamed Saleh Ahmad Adam a enfin félicité les contribuables qui payent régulièrement le taxe à la commune. C'est ce qui a permis à la mairie d'Abéché de réaliser ses objectifs au profit de la population, a fait remarquer le maire. À l'ouverture des travaux, le préfet du département de Ouara, Mohamed Adam Mohamed, a exhorté les élus locaux d'être assidus car cette phase est cruciale et importante pour la vie de la commune. Il a également invité les conseillers de discuter d'une manière objective en tenant compte des réalités du moment tout en respectant le principe budgétaire. Signalons que le budget provisoire de l'année 2020 est estimé à 800 millions de francs CFA. Dans le Wadaï, toujours, nous allons assister cette fois-ci à une cérémonie de remise des attestations de fin de formation de la première promotion de l'Institut bilingue Dar Salam pour l'apprentissage du Saint-Coran et des sciences islamiques académiques de l'informatique avec Dido Mohamed Barka. La première promotion de l'Institut bilingue Dar Salam pour les sciences islamiques, académiques et de l'informatique se différencie des autres promotions de centres coraniques, du fait que le nombre de filles qui ont mémorisé le Saint-Coran dépasse celui des garçons. Sur 77 étudiants ayant mémorisé le Saint-Coran, 68 sont des filles. Après le mot d'introduction du président du comité d'organisation, Abdelkarim Moussa, plusieurs intervenants se sont relayés pour parler de l'importance de l'éducation islamique, notamment le représentant de la mission Azhar Abéché, le représentant du sultanat abbasside de Wadaï, Mohamed Ahmad Hassan, Shérif Mahmoud, et du représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques de Wadaï, Mohamed Ali Mahdi, ont tous apprécié l'apprentissage du Saint-Coran. Le délégué à l'enseignement et à la jeunesse de Wadaï, Yacoub Mokhtar, s'est réjoui de la formation de la première promotion, qui selon lui constitue un atout pour la société. Pour sa part, le directeur de l'Institut bilingue Dar Salam pour l'apprentissage du Saint-Coran et les sciences islamiques, académiques et de l'informatique, Hassan Ali Adam, a relevé que l'Institut Dar Salam regorge un nombre important d'étudiants dont le nombre s'élève à 1988, parmi eux 1863 filles. Pour lui, l'éducation des filles de mère parmi les priorités des plus hautes autorités du pays. C'est pourquoi l'Institut Dar Salam traduit avec succès les orientations du chef de l'État afin de construire une société efficace. Intervenant à son tour, le gouverneur de la province de Wadaï, Ramadan Erdebou, a salué les efforts fournis par l'Institut bilingue Dar Salam pour la formation de ces jeunes dont la majorité est constituée de filles. Ramadan Erdebou a ajouté que l'éducation des filles reste le seul défi à relever dans le Wadaï. Les filles ayant mémorisé le Saint-Coran ont reçu la visite du gouverneur. Pendant cette visite, Ramadan Erdebou a prodigué de sages conseils afin de permettre à celles-ci de poursuivre les études académiques. La remise des attestations au chef de l'État, à la première dame Hinda Déby Itno, aux autorités locales et aux apprenants a mis terme à la cérémonie. La chorale Les Témoins du Sauveur a 44 ans d'existence. Le 44e anniversaire organisé par l'Union des jeunes chrétiens a été célébré avec ferveur en présence de nombreux fidèles chrétiens. Mamad Suleiman.
Ce dimanche 9 février 2020, le siège de l'Union des jeunes chrétiens a vibré au rythme des prières et louanges. Il s'agit de la célébration de l'union de la chorale des témoins du Sauveur de la dite union. Ces fidèles ont répondu présents à ces rendez-vous pour rendre un grand hommage à la chorale des témoins du Sauveur. C'est ici l'occasion de dire merci à tous ceux qui ont honoré de leur présence cette soirée exceptionnelle pour la gloire de Dieu. Puisse Dieu vous bénir tous en Jésus-Christ et joyeux anniversaire à la chorale Les Témoins du Sauveur restaurée. Pour le secrétaire général de l'Union des jeunes chrétiens, la célébration de cet anniversaire a tout son sens. Cet anniversaire nous donne l'occasion de revenir et de jeter un regard rétrospectif pour nous rappeler l'histoire de notre chorale et d'en rendre grâce à Dieu. Quant au présent, fêter cet anniversaire bien-aimé nous donne l'occasion de dire notre joie de voir notre chorale vivre encore aujourd'hui malgré toutes les tempêtes qu'elle a connues et dire notre gratitude pour ce qu'elle est aujourd'hui. Ces retrouvailles n'ont pas permis seulement aux membres de l'Union des jeunes chrétiens de recommémorer la date anniversaire de la chorale des témoins du Sauveur, mais aussi de communier et d'échanger sur des sujets relatifs à son fonctionnement. Au terme de cette célébration, les fidèles chrétiens ont imploré Dieu le Tout-Puissant pour qu'il accorde sa bénédiction, sa miséricorde et sa clémence au peuple tchadien afin que la paix et la stabilité règnent davantage au Tchad. Fin hier de la caravane de l'apprentissage des sciences islamiques pour l'année 2019, initiée par le centre Abbas. Une fin qui coïncide avec le lancement de la caravane pour 2020. C'était en présence des oulémas, étudiants et plusieurs autres invités de marque. Reportage Idriss Oumar Idriss. Les sciences islamiques sont des règles de conduite qui orientent tous musulmans et musulmanes dans leur vie au quotidien. Le centre Ibn Abbas, dans le souci d'élargir ses connaissances, organise des ateliers, des séminaires tous les 3 mois au profit des musulmans pour renforcer leurs capacités dans les sciences islamiques. Cette caravane, commencée depuis les années 2019, a pris fin hier. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. Au cours de cette cérémonie d'orientation, les oulémas ont rappelé aux participants les bienfaits de ces assises qui fortifient les foi des fidèles et leur donnent une autre image de vie. Une vie de par laquelle tout responsable ou chef de famille apprend à son entourage les principes élémentaires des règles islamiques, conclut Cheikh Salih Ramadan, le fondateur de ces centres. L'un de ses étudiants nous situe sur l'objet de cette rencontre. C'est-à-dire qu'on veut donner un message à tous nos frères musulmans que le temps, ce n'est pas quelque chose qu'on va perdre comme ça. Comme Dieu l'a dit, oh l'homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâcher, tu le rencontreras. C'est le temps qui te fait avancer jusqu'à la fin de ta vie. Donc c'est ce projet que le Cheikh Salomon Ramadan vient de lancer, signifie comment la personne en tant que telle, quand il vit dans cette vie, il doit quand même au moins, pendant les jours où il a un peu du temps pour se distraire un peu, il ne va pas se distraire et oublier Dieu. Non, on va se distraire et en même temps, on va invoquer Dieu, on va lire le Coran, ainsi de suite, quoi. Pour le compte de l'année 2020, la caravane est lancée. À cette occasion, les participants ont imploré Allah pour qu'il épargne le Tchad de tout fléau et lui garantit la paix et la stabilité. En sport, un match de la Concorde a opposé les étudiants et leurs enseignants. C'est dans le cadre de la célébration du mois de l'histoire de l'homme noir en Afrique. Karnouba Théophile. Organisé dans le cadre des activités commémoratives au mois de l'histoire des Noirs en Afrique, ce match qui a mis aux prises la sélection de l'Union des étudiants du Tchad UNET à celle du syndicat des anciens chercheurs du supérieur SINEX a été d'un niveau technique moyen. Face au dynamisme, à l'ardeur et à la fougue de la jeunesse qui caractérise les étudiants, les enseignants ont su mettre en pratique
l'expérience à travers une occupation rationnelle de l'aire de jeu. Une technique qui a permis à ceux-ci de résister aux actions offensives des étudiants et de mener quelques contre-attaques. Malheureusement pour les enseignants, les étudiants qui veulent prouver à la directrice du sport de haut niveau leur capacité technique et physique vont jeter toute leur énergie dans la partie. Ils font jaser la défense adverse et s'imposent par 2-0. Un score qui leur permet de glaner le trophée de ce match de gala dénommé le match de la Concorde. Offrant un spectacle populaire sans égal, un match de football cristallise à lui tout seul cette magie de la concorde, d'union, de communion, de solidarité, de fraternité et de ferveur populaire que nous ne rencontrons nulle part ailleurs. Pour l'instant, les étudiants ne peuvent que savourer leur victoire en attendant les manifestations purement intellectuelles favorables aux enseignants. Et puis le mouvement socialiste africain, Parti démocratique, a organisé un tournoi de football également. La finale s'est jouée hier au terrain du lycée Félix Eboué. Dionodi Nessor. C'est une initiative venant du mouvement socialiste africain, Parti démocratique MSA-PD, qui a permis aux jeunes de la commune du 3e arrondissement de se rivaliser des talents dans ce sport roi. Commencé depuis le 16 octobre 2019, avec plus d'une dizaine d'équipes, ce tournoi dénommé Calcio a pris fin ce samedi 8 février 2020. Avec la finale qui a mis aux prises l'équipe de 11 d'or face à celle de Amri Sport. Une finale remportée par l'équipe 11 d'or sur un score de 2-0. Autour du sport, je crois que c'est créer l'unité du pays. Tous les gens qui sont sortis aujourd'hui, ils sont issus déjà de différentes régions, de différentes religions, qui parlent de différentes langues. Et grâce au football aujourd'hui, tout ce monde-là s'est retrouvé là autour pour célébrer vraiment cette fête-là. Ému de cette mobilisation des jeunes autour de ce rendez-vous sportif, le président du MSA-PD lance un appel aux jeunes d'adhérer à sa formation politique. Le président du mouvement socialiste africain, Parti démocratique, Ousmane Moussa Nia, ajoute qu'il compte multiplier ce genre d'initiatives qui concourent au développement du sport et de la culture, car les jeunes tchadiens ont besoin de s'épanouir dans ce domaine. Un tournoi qui s'est joué plus tôt le samedi. Changeons de discipline en basketball. Après le tour préliminaire de l'Afro-Basketball 2021 de Malabo en Guinée équatoriale, les SAO se préparent pour l'étape suivante de ces éliminatoires à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les SAO du basket ont besoin du soutien du peuple tchadien, nous dit Karnouba Théophile. L'ambition du bureau exécutif de la Fédération tchadienne de basketball, l'engagement de l'encadrement technique et la détermination des joueurs de faire flotter le tricolore national dans le concert des grandes nations de la balle orange méritent d'être soutenus, comme l'a déclaré le chef de l'État, Idriss Déby Itno, lors de la pose de la première pierre de construction du stade omnisport de Mandjafa. Le basketball tchadien est sur la bonne pente et les prestations de l'équipe nationale dans les différentes compétitions de la FIBA l'attestent. La dernière en date est l'expédition de Malabo où ils sont rentrés avec un ticket pour la suite du tournoi qualificatif à l'Afro-Basket 2021 prévu à Abidjan en Côte d'Ivoire. Compétition que le staff technique a déjà entamé la préparation en dépit des moyens qui tardent à venir. En ce moment, c'est un travail de condition physique et un travail de résistance. Quand un joueur dépense beaucoup d'énergie, il faudrait qu'il récupère. Et là, la difficulté, c'est qu'après ce travail, il n'y a pas la récupération, les enfants vont aller se reposer. Ça veut dire que nous faisons un travail qui n'arrange pas du tout le sportif. Comme vous savez que la fédération n'a pas de moyens, et il n'y a que l'État sur lequel on peut compter, donc on est en train de travailler comme ça. À cela s'ajoute le manque de soutien moral, comme cela s'est fait avec les sportifs d'autres disciplines qui pourtant ne font pas mieux que le basket. On a eu une pause de 2 semaines, la reprise est vraiment difficile. Et là, quand on fait un travail difficile, il faut une récupération. Là, on travaille sans récupération, donc c'est vraiment très dur.
si on peut avoir une personne du ministère, la motivation sera de plus. Avoir un galvanisé, on peut dire qu'au moins c'est une chose de positive. Mais nous-mêmes, on se retrouve en centrale avec les entraîneurs. Franchement, c'est difficile. Là, il n'y a pas la motivation. Pourtant, c'est pour une cause nationale que ces vaillants guerriers et le staff technique consacrent leur temps sur le plateau à ciel ouvert du lycée Félix Eboué. Alors, pourquoi ne pas leur accorder la considération qu'ils méritent au vu de leur engagement et leur sacrifice pour le bonheur de tout un peuple? C'est la grande question que l'on se pose. Décédé le 1er février dernier à l'hôpital de la Renaissance, fait député Dr Jimé Ibi Langtar a été inhumé dans son village natal à Manaï, dans la Tandjilé. C'était en présence de quelques députés avec à leur tête le 5e vice-président de l'Assemblée nationale. Doba Robert. Le cortège funèbre de feu Dr Jimé Ibi Langtar a été accueilli à l'entrée de la ville de Laye par les militants de son parti, Union pour la démocratie et la République, Parti social-démocrate et les autres partis politiques. Parents, membres des organisations de la société civile et autorités traditionnelles très affligées n'étaient pas du reste. Au rite des danses funèbres, cette fois rend ses derniers hommages à l'illustre disparu, feu Dr Jimé Ibi Langtar, décédé le 1er février 2020 à l'hôpital de la Renaissance de N'Djamena. Après le siège de son parti, le cortège funèbre s'ébranle vers Manaï, son village natal, pour ses oraisons funèbres avant son inhumation. Selon les différents témoignages, feu Dr Jimé Ibi Langtar fut un grand commis de l'État. Médecin traitant, il fut appelé affectueusement par ses patients le sauveur des vies. Homme de rigueur, ses enfants gardent de lui un père généreux, tolérant, les exhortant à la culture du travail bien fait, à l'honnêteté et à l'amour du prochain. Homme de société, il jeta les bases de l'unité et de la cohésion sociale entre les différentes communautés de la province de la Tandjilé. Digne fils de la Tandjilé, tu nous quittes au moment où l'Assemblée nationale, ton parti, la Tandjilé, partout le Tchad, tout entier, on a encore besoin de toi. Élu à l'Assemblée nationale en 2011, feu Dr Jimé Ibi Langtar s'est distingué par ses différentes interventions sur des sujets touchant à la vie de la nation. L'Assemblée nationale perd en lui un homme intègre, laissant un vide difficile à combler au sein du groupe parlementaire Les Démocrates. Nous retiendrons surtout du fait député Dr Jimé Ibi Langtar l'image d'un parlementaire jovial, disponible, travailleur, ouvert à tous ses collègues, au-delà de toutes ses sensibilités politiques, socio-culturelles et religieuses. Il incarnait le député de la nation tout en défendant les intérêts de sa circonscription électorale et de son parti. Chrétien baptisé et confirmé, feu Dr Jimé Ibi Langtar a été inhumé conformément aux rites religieux de confession catholique. Il laisse derrière lui 5 orphelins, dont 2 médecins, un économiste, une traductrice bilingue et un ingénieur en génie civil et hydraulique. Paix à son âme. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre très bien aimable attention. Restez sur Télé Tchad.